J'étais jeune, les gens disaient l'homme a inventé la machine a fini par travailler l'homme. Donc des impératifs à la fois techniques, mais aussi logistiques, parce que nous nous déplaçons de plusieurs pays d'Europe. Et aujourd'hui, je pense que l'essentiel des Européens ont décidé de se déplacer en même temps que nous. Donc nous avons été confrontés à la fois aux intempéries et aux embouteillages. Donc encore une fois, désolé. Monsieur le Président de la FIV, Monsieur l'Ambassadeur, honorables invités, Mesdames et Messieurs, durant 3 jours, la FIV se pose à Jean-Blou. 3 jours durant lesquels, autour du sport, nous allons vivre des moments festifs, des temps de réflexion, d'échanges et des rencontres de networking. Depuis 2016, tous les étés, la FIV fait vivre le football vétéran. Bruxelles, Düsseldorf, Liège, Paris et Berlin ont accueilli ces rendez-vous, exactement comme de nombreuses villes ont accueilli des éditions éclatées durant le Covid, ce que nous avons appelé les week-ends FIV 2.0. Jean-Blou aujourd'hui, c'est un point d'étape. D'une part, pour mesurer le chemin parcouru, les dizaines d'associations qui ont rejoint le mouvement, les centaines de rencontres organisées, les milliers de personnes qui sont déplacées pour ces mouvements de retrouvailles. D'autre part, pour se projeter vers demain, continuer cette innovation sociale, permettre à ces anciens jeunes, un peu moins jeunes, de démontrer qu'ils ont toujours le feu intérieur. Il paraît que la passion ne s'éteint jamais. Certains diraient « Passion never dies ». Mesdames et messieurs, honorables invités, ce point d'ordre nous ramène en Belgique. Ce royaume au centre de l'Europe est intimement lié à la FIV. C'est ici que tout a commencé, comme nous l'avons dit, en 2016. C'est ici que réside une partie des membres fondateurs. Et comme je vous sens bienveillant, c'est ici que j'ai rencontré personnellement le président Fred Sioé, ici présent. Mais pour être un peu plus sérieux, c'est un petit pays par la taille, mais qui a su rayonner au plan mondial. Évidemment, ça n'a pas toujours été rose, mais la Belgique est l'un des pays qui arrive à regarder son passé, notamment avec des musées dédiés à l'époque coloniale. On serait arrivé ici en 2024, que je vous aurais recommandé de visiter celui de Namur pendant votre séjour. Et donc, parce que nous sommes aussi le produit de ces rencontres entre différentes populations, et avant de discuter avec nos différents intervenants sur l'impact des diasporas, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de la FIV. Bonne arrivée, Yayato. Jean-Blou, c'est chez vous. Bienvenue à chacune et à chacun de vous. Place maintenant au président de la FIV, M. Fred Sioé, pour son introduction avant nos échanges. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda en Belgique, son représentant, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le patron de Forum Afrique, qui nous a fait aussi ainsi l'honneur d'être là aujourd'hui, le journaliste principal, il faut le dire. C'est un plaisir de se retrouver à Jean-Blou. Vous savez, Jean-Blou, depuis plusieurs années, avait compétit pour organiser cet événement. Et il a fallu attendre 2023 pour que cette belle association que nous avons à la FIV AS Variété, qui depuis plusieurs années a démontré sa capacité organisationnelle et de mobilisation, à qui je dis un bravo, a décidé de nous accueillir
pour 3 jours, comme l'a dit Hervé tout à l'heure. Vous êtes partis pour beaucoup de loin, d'Afrique pour certains, d'Europe, d'Amérique, pour honorer la FIF, comme depuis plusieurs années, parce que vous croyez en ce projet, qui est une plateforme que nous avons mis sur pied, pour pas seulement parler football, mais pour parler au-delà du football, de tout ce dont cette diaspora africaine et ses amis de l'Afrique sont capables de faire. C'est pour ça que nous avons commencé à mettre sur pied ces conférences, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir impacter. On s'est dit que cette diaspora a une capacité. Comment faire pour bénéficier du potentiel de la diaspora africaine et des amis de l'Afrique au continent africain, au travers du sport? La plateforme a été mise sur pied. Aujourd'hui, vous répondez présent. Beaucoup d'entre vous partagent déjà cette passion au travers des activités professionnelles, ce qui avait été l'objectif. Aujourd'hui, la FIF peut être fière de dire que beaucoup d'entreprises sont créées par les membres de la FIF en collaboration dans plusieurs pays. Et ça, c'est pour nous une fierté. C'est pour ça que aujourd'hui, nous allons parler de la transmission. Parce que ce que nous faisons, nous voulons laisser un héritage. Et cet héritage, je suis heureux de voir ces petits-enfants qui viennent, parce que c'est à eux qu'on veut laisser un héritage. Mais on veut laisser un héritage solide. Et on doit partager notre passion et notre vision pour que ces enfants puissent prendre le relais. Donc, tout à l'heure, n'hésitez pas, pour ceux ou celles qui ont des questions, qui veulent comprendre, qui veulent contribuer, nous sommes ouverts à la collaboration, nous sommes ouverts à pouvoir porter haut la vision de l'Afrique au travers de chacun de vous qui êtes présents. Merci encore. Passez un bon moment à Gemlou. Profitez de ce week-end. Et je suis certain d'une chose, c'est qu'au sortir de cette conférence, naîtra encore beaucoup plus de partenariats et beaucoup plus d'impact dans la société. Merci. Après le président de la FIF, le président de l'association qui nous reçoit, le président de l'association sportive Variété de Jean Blou, M. Serge Djomé. S'il vous plaît. Écho. Ok. Bonsoir. Chers responsables des autorités internationales, des autorités locales, chers membres des commissions de liaison de la FIF, responsables des délégations, chers invités, chers membres d'AS Variété, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue ici dans cette prestigieuse salle du foyer communal de Jean Blou pour assister à un événement international annuel qui est nommé le Tournoi international football vétéran. Je ne peux pas être très long parce que ce tournoi, avant de l'avoir, comme a dit le président Fred, avant de l'obtenir, nous avons compétit plusieurs fois, mais à Berlin était là-bas. Et vous êtes là, je pense que vous n'êtes pas déçus déjà de l'accueil, et pour les prochaines étapes, vous ne serez pas déçus. Je compte sur vous, déjà, chers membres de délégation, pour votre discipline et pour votre joie, la convivialité que vous dégagez lors des précédentes éditions, que vous gardez la même attitude à Jean Blou. Et je ne peux terminer mes propos, parce qu'il ne veut pas être long, que la conférence commence,
sans dire merci aux différentes personnes qui nous ont accompagnés, aux différentes sociétés qui nous ont accompagnés, à mon équipe qui a travaillé dur depuis une année, malgré certains désaccords, mais le seul souci était la réussite collective. Parce que dans la pensée collective, il y a parfois des désaccords. Et derrière des désaccords naissent des choses importantes. Et d'où vous observez cet accueil. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui. Demain, il y aura une autre étape. Et cette étape sera effectivement le tournoi. Et après le tournoi, il y aura une phase de réjouissance que je vous invite aussi tous d'assister pour qu'on partage ensemble la même convivialité que nous avons et la même joie de partage. Chères autorités internationales, chers invités, je vous dis une fois de plus, merci d'être présents. Je vous remercie. On reste assis, merci. Je vais retenir votre attention quelques secondes. Donc, la Coupe du Monde 2022 a confirmé une tendance, celle que le monde change. Si nous sommes habitués depuis les années 90 à voir les équipes nationales avec des joueurs qui viennent de clubs et de pays différents, l'événement majeur de la FIFA a présenté cette fois une autre particularité, illustrée par les chiffres que je vais vous donner. Sur les 328 joueurs présents au Qatar en novembre et décembre dernier, 137 étaient nés dans un pays différent de celui dont ils portaient les couleurs, soit 16,5% des joueurs affiliés. Si les Camerounais se souviennent douloureusement du but suisse inscrit par Brel Mbolo, natif de Yaoundé, c'est 28 équipes sur les 32 présentes qui avaient au moins un joueur né dans un autre pays que celui, donc que le leur. C'est dire à quel point le sport a su s'adapter au mouvement des populations, modifier ses règles concernant la nationalité sportive, au point où dans l'histoire de la Coupe du Monde, nous avons déjà pu voir des frères s'affronter, mais avec des couleurs différentes. En 2010 et en 2014, le tirage au sort a permis un affrontement entre les frères Boateng, Kevin Prince côté Ghana et Jérôme côté Allemagne. Et l'année dernière, ce sont les frères Williams, l'un Nico portant les couleurs de l'Espagne et l'autre Iñaki avec le Ghana. Quand on parle de binationalité dans le football, on pense naturellement à l'Afrique ou à l'Amérique du Sud en raison des affaires de faux passeports, mais les mouvements de population ne concernent pas ces seules parties du monde. Un exemple, la Suisse qui a atteint la 4e place au classement FIFA en 2017 n'est historiquement pas un pays de foot et doit ce changement à la guerre des Balkans. En accueillant des populations de Croatie, d'Albanie, du Kosovo ou de Macédoine, le pays de la neutralité a invité sur son sol des personnes acculturées à la pratique du foot. 350 000 personnes environ, parmi lesquelles des encadreurs, des anciens joueurs qui ont permis de former des jeunes qui sont devenus des professionnels, mais ont surtout densifié la qualité de la base du football helvétique. Là aussi, deux types de profils qui nous ont permis également d'avoir un affrontement fraternel à l'Euro 2016 où la Suisse avait 5 titulaires dans son équipe qui venaient des Balkans. Donc ensuite, nous avons donc les frères Granit qui évoluaient pour ce match, l'un pour la Suisse, l'autre pour l'Albanie. La Croatie et le football international ont également pu compter avec ce merveilleux joueur, Ivan Rakitic, champion du monde avec Barcelone et finaliste de la Coupe du Monde avec la Croatie. Le développement technologique et les différents conflits dans le monde ont entraîné des déplacements de population, des diasporas importantes et donc des enfants susceptibles de jouer dans 2 ou 3 sélections différentes. Comment les suivre et détecter? Quelles sont les stratégies nationales pour attirer ces enfants à elles? Sans pour autant, évidemment, que ce soit au dépend des natifs des pays. Et comme nous sommes dans un monde de vétérans, comment attirer les compétences installées et formées à l'étranger? Que peuvent être les apports de toutes ces compétences éparpillées dans le monde et dans différents domaines? La Coupe du Monde, ainsi,
permis la mise en lumière de 3 binationaux africains à la tête de sélection. Walid Regragui et Aliou Cissé, qui sont des petits Français, ont conduit le Maroc et le Sénégal, et l'Allemand, Otto Addo, a mené le Ghana au port du second tour. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit imaginer la fin des sorciers blancs? Pour toutes ces questions et bien d'autres, celle des représentations nationales mises en spectacle dans un modèle d'organisation qui rappelle ceux d'Afrique, mais dans les villes d'Europe, les Coupes d'Afrique ou les Coupes des Nations augmentent dans les villes françaises avec de nouvelles villes chaque année, mais aussi de plus en plus nombreux. Peut-on imaginer que ces compétitions, ou comme celle que nous faisons demain, et dans la version professionnelle de BCWC qui commence l'année prochaine au 2024, peut-on imaginer donc que ces compétitions créent des dynamiques particulières chez nos jeunes, une socialisation d'élite différente de celle des pays où ils résident? Vous voyez que ce programme est dense, et heureusement, je ne suis pas le seul pour parler. Il est avec nous aujourd'hui pour préparer son expérience, mais je pense que beaucoup parmi vous l'auront en ligne de mire le 4 septembre. C'était un 4 septembre et on nous a gagné. Dans sa modestie, il a bien précisé qu'il n'était pas seul, mais il s'accompagne du stade des Hirondelles, les Itamba Mo Rugamba, ancien international, Patrick Sangwa-Miani est sélectionneur adjoint de Burundi, et je l'appelle sur le plateau et je vous appelle à applaudir et à acclamer sa venue. Internationale camerounaise de première génération, la 1G, c'est pas la 4G ou la 5G. Ancienne joueuse de Marseille du PSG, évidemment, elle a quelques défauts quand même. Elle est surtout une personne incontournable, c'est un supporter du PSG, j'ai compris. Elle est surtout une personne incontournable dans le football féminin en Île-de-France, la région qui produit le plus de footballeurs dans le monde. C'est aussi une fidèle de notre rendez-vous. Elle nous parlera de toutes ses compétences. Dorette Languet parmi nous aujourd'hui. Vous savez, c'est une femme à l'être présente. Nous avions un spécialiste de la finance qui n'a pas pu se libérer, enfin, qui lui aussi est coincé entre les mouvements pour son déplacement. Donc, comme il fallait bien, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est le staff du Burundi qui est présent aujourd'hui. C'est un ancien international burundais qui est passé par la Hollande et l'Angleterre notamment, qui vit à Londres aujourd'hui. Je vous prie d'accueillir Elvis Bani Wabe. J'espère que je me trompe. Donc, voici notre plateau de ce soir. C'est le 11 type. C'est le 11 type qui commence donc la rencontre. Mais comme vous le savez, pour gagner des tournois aujourd'hui, les titres se gagnent avec le banc de touche. Et j'espère que nous pourrons compter également sur votre expertise, vous, notre banc de touche. Et pour ça, je vous demande, à la fois pour les encourager, mais pour vous encourager aussi, un tonnerre d'applaudissements qu'on entendra jusqu'au stade où on va jouer demain. Bonjour Patrick, on va commencer ensemble. J'allais dire, habituellement, c'est une question que je n'aime pas poser, mais comme on est dans un cadre, on va demander de présenter votre parcours, le parcours déjà qui nous amène du Burundi en Belgique. Bonsoir tout le monde. Avant tout, j'aimerais remercier l'organisation pour cette invitation.
Pour parler de mon parcours, je suis quelqu'un qui est né dans le foot. Ça veut dire j'ai commencé à jouer au foot comme tout jeune Africain à l'âge de 5 ans, 4 ans. Et puis à l'âge de 10 ans, j'ai eu une fracture de ma jambe qui m'a empêché de continuer à jouer au foot parce que mon père, lui, ne voyait que des études. Donc j'ai dû arrêter. Mais à partir de là, j'ai commencé à entraîner les jeunes de quartier. Et pas mal d'entre eux sont devenus des grands joueurs dans les deux pays de l'Afrique centrale, à savoir le Burundi et le Rwanda. Et puis dès là, je suis passé en première division burundaise, 2 saisons. Et puis à ma 3e saison, j'étais entraîneur adjoint à l'équipe nationale cadet. Et en l'an 2000, j'ai quitté mon pays pour atterrir en Belgique. Dès là, comme je suis né dans le monde du foot, j'ai embrassé la formation d'entraîneur de foot et j'ai suivi tous les cours pour arriver jusqu'au bout. Il me reste le palier final que j'espère franchir dans les années à venir. Et ici, j'ai entraîné pendant plus de 10 ans des équipes d'âge. J'ai été approché à gauche, à droite, mais vu que le plus important dans le foot amateur, c'était tout d'abord le travail. J'ai fait mes études aussi ici, universitaires, et j'ai fait un autre boulot. J'ai fait les deux, donc ici en Belgique, ce qui fait que je reste dans le monde amateur tout en embrassant ma carrière professionnelle dans un autre domaine. Mais oui, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis sélectionneur adjoint, c'est qu'il y a quelques années. Donc, il y a quelques années, j'ai eu des contacts avec la fédération burundaise de mon pays. Et puis, ça a abouti début de cette année par l'intronisation en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur adjoint de l'équipe nationale du Burundi. Donc, voilà pour ce qui est de mon parcours. Il faut préciser que quand Patrick dit qu'il manque une seule palier, ça signifie que c'est le licence UEFA A que vous détenez l'UEFA A pour l'instant. Donc je crois que, sans me tromper, c'est l'équivalent d'un bac plus 4. Parce que je veux dire quand même, des fois on oublie de le dire, mais c'est des diplômes qui sont reconnus comme des diplômes équivalents bac plus 4. Donc vous avez parlé de la sélection burundaise. Il y en a beaucoup qui vont certainement poser ces questions plus tard. Mais on voit bien que c'est un staff uniquement de Burundais, mais des Burundais qui vivent partout dans le monde. Alors comment ça se passe et justement, quelle était la stratégie pour arriver justement à ce staff totalement burundais et épargné? Donc, il y a un problème qu'on connaît tous en Afrique. C'est tout d'abord la détection des talents ici en Europe. C'est le problème majeur que connaît pas mal de sélections africaines. Donc, la fédération burundaise s'est donné comme objectif premier d'avoir un sélectionneur habitant au Burundi. Donc, c'est pour ça que le sélectionneur, c'est quelqu'un qui habite au Burundi. Et puis, le staff a été constitué de personnes qui vivent ici en Europe, principalement en Angleterre et en Belgique. Pourquoi? Pour pouvoir réduire un petit peu ce côté, pour faciliter la détection des jeunes talents, mais aussi des joueurs qui jouent dans des niveaux inférieurs qu'on a difficile à détecter ou à savoir si vraiment ils jouent ou pas, mais en étant ici, donc
on a la possibilité de pouvoir se déplacer, aller visionner ce genre de garçons, parce que on ne va pas se tromper ici. Les meilleurs joueurs, on ne va pas se mentir, les meilleurs joueurs africains, c'est vrai qu'ils jouent dans des championnats professionnels, mais pour les joueurs africains qui arrivent ici en Europe, ils n'ont pas facile d'intégrer directement le monde professionnel. Donc il y a pas mal qui se perdent dans des niveaux inférieurs et qui ont quand même du talent. Et c'est pour ça que ça nous permet de pouvoir aller les voir de temps en temps. On sait bien que le Burundi, ce n'est pas un grand pays. Donc c'est ce qui nous pousse à aller chercher beaucoup plus bas pour trouver ces talents-là. On va dire que vous travaillez bien, puisque vous avez une chance réelle de vous qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, 5 ans après la 2019, qui était une autre participation. Donc, vous avez parlé des jeunes burundais que vous détectez ici. Et quelle est la part de ceux qui sont nés en Belgique, notamment? Pour l'instant, si je regarde le match précédent, notamment le match contre la Namibie, si on devait sortir un joueur du lot, c'est un garçon qui est né ici, qui a fait toutes ses classes ici en Belgique, qui ne joue pas en première division, mais qui joue dans des divisions inférieures. Donc ça prouve réellement qu'il y a moyen d'aller chercher ces jeunes talents qui sont nés ici, qui ne connaissent pas le pays, mais qui on pourrait leur donner cette chance-là d'évoluer dans des sélections nationales. Une question aussi, elle a à double face. On va commencer par la partie des jeunes qui sont nés ici. Et est-ce qu'il y a des difficultés, et quelles sont les difficultés à les faire venir justement défendre les couleurs des Hirondelles? C'est vrai que ça ne fait pas très peur, hein, Hirondelles. Pour ne pas vraiment focaliser sur les Hirondelles, moi je parlerai parce que je reste tout d'abord un enfant de l'Afrique avant de définir d'être burundais ou d'un autre pays. Le plus gros souci qu'on a pour approcher ces jeunes binationaux, on ne va pas se mentir, c'est au niveau de l'organisation. Le professionnalisme qui nous manque, c'est ça qui fait défaut, parce que quand on va approcher quelqu'un et quand on discute avec lui, on sent bien qu'il y a une réticence qui est là, mais comment résoudre ce problème, je pense que je ne vais pas aborder tout maintenant, parce que c'est justement le but de ce débat. Dernière question, et justement c'est l'autre face, c'est dans la capacité de transmission. Si on a un football qui devient totalement européen, entre guillemets, avec des sélections uniquement basées sur des joueurs vivant en Europe, enfin nés en Europe, parce que vivant en Europe, c'est comme nés en Europe, c'est aussi un problème. Donc justement, quelles sont les stratégies, est-ce qu'il y a des stratégies pour le retour d'expérience pour les formateurs, pour justement qu'il y ait des formateurs au Burundi et de façon générale dans l'Afrique centrale, puisque le Rwanda fait partie des pays dont vous avez parlé, et quelles sont-elles, et quelles sont les mesures à prendre éventuellement? En prenant encore l'exemple du Burundi, parce que je parlais d'un garçon qui a fait un excellent match contre la Namibie, qui est né ici en Belgique. Mais notamment, quand je parlais du staff technique, je parlais du sélectionneur qui devait habiter au Burundi. Justement, c'était tout d'abord pour détecter les talents locaux, pour pouvoir dénicher certains joueurs. Et notamment un des garçons qui a fait un match exceptionnel, qui n'a jamais joué une compétition africaine, qui était là en tant que titulaire contre la Namibie, qui a fait aussi un match extraordinaire. Donc ça prouve réellement que ça fonctionne de deux côtés. Mais pour répondre à la question concernant la formation au pays, je dirais ça c'est aussi le boulot de la CAF. Je pourrais répondre parce que pour pouvoir bien former, il faut tout d'abord former les formateurs. Parce que quand on parle des jeunes joueurs, je ne peux pas parler d'un entraîneur, moi je parlerai plutôt des formateurs. Il faut tout d'abord former ces formateurs africains qui sont à la base
à la source du football africain. Mais si on n'y arrive pas et que, d'après ce que j'entends pour les diplômes actuellement, ben, je ne veux pas mettre ma main dans des choses qui ne me regardent pas au pointer du doigt, mais bon, je dirais tout d'abord le mot d'ordre. L'objectif, c'est tout d'abord former ces formateurs-là pour pouvoir bien former les jeunes joueurs africains. Et ça, quoi qu'il arrive, ne pensons pas que les grands joueurs africains, ça sera seulement des nationaux. On se trompe. Parce que la formation, comme moi, j'ai eu la chance de participer à la formation belge, je dirais plutôt le plus gros souci, c'est qu'il ne faut pas non plus que l'Afrique transforme son football comme le football européen. Le football africain est basé sur l'instinct, sur l'amusement. Et ce point-là, ne l'oublions pas. Il ne faut pas calquer, aller chercher ce qui est de l'autre côté pour oublier ce qui a fait notre force et qui a toujours apporté cette joie de vivre dans le football africain. Ça le mérite. Merci. De toute façon, comme je dis, le banc de touche est là. Préparez vos questions. Les micros arriveront dans la salle tout à l'heure. N'hésitez pas. Donc, avant d'entamer l'échange avec ma chère amie, supporter, et je confesse, d'habitude, je prépare quand même des statistiques, des choses, mais la Coupe du Monde des filles, j'avoue, et excusez-moi, j'ai pas regardé s'il y avait des binationales, des choses, j'ai pas regardé, c'est mon tort. Mais justement, est-ce que, là, du coup, ça va nous permettre de voir, est-ce que dans ces éléments, cette Coupe du Monde féminine, on voit ces mouvements de population et dans l'ensemble, que penser du début de la compétition? Avant. Bonsoir à tous, Monsieur le Président, Excellence, merci. Je suis une fois de plus honorée d'être là ce soir. Avant de répondre à la question, Monsieur le sélectionneur. Je dirais que les sélections africaines représentées aujourd'hui en Coupe du Monde ont un pourcentage quasi nul ou faible de binational. C'est une bonne chose. Une bonne chose. Je sais pas, j'ai ma petite idée là-dessus. Comme chez les garçons, je pense sincèrement qu'on peut commencer à regarder ce qui se passe chez nos enfants qui nécessitent. Je ne vais pas parler de mon travail aujourd'hui en région parisienne, mais je m'occupe en mon grand désespoir de former les enfants des autres. Certaines sont en Coupe du Monde aujourd'hui pour l'équipe de France. Il y a pas mal de Camerounaises que je vois passer qui sont en équipe de France, en équipe d'Allemagne. Est-ce qu'il faut absolument aller toutes les chercher? Je pense qu'il faut un mixte. Il y a un travail colossal à faire, que ce soit chez les garçons, chez les binationaux, chez les jeunes filles, parce qu'il y a du talent, que ce soit en Afrique ou chez nos enfants ici. Justement, vous en avez parlé, parce qu'on est dans un cadre. Vous en avez parlé sur le travail de formation. Et j'allais dire que, quels sont les éléments de l'actualité de ce travail quotidien depuis la dernière fois. Et pour ceux qui vous découvrent, quels sont ces éléments, on va dire, refaites un petit parcours, résumé, et puis une densification sur le travail actuel. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorette Elanguet, je suis une ancienne de la toute première génération. J'ai fait quelques Coupes d'Afrique. Malheureusement, le Cameroun n'a pas encore remporté de Coupe d'Afrique des Nations. J'espère bien que la prochaine génération, même si les sélections aujourd'hui, les autres sélections travaillent, on voit bien que les pays qualifiés aujourd'hui portent pour la Coupe du Monde. La Zambie est qualifiée, le Maroc est qualifié, le Nigeria qui domine le continent est toujours, on ne peut pas les bouger. Et voilà. Donc, Dorette, c'est une ancienne joueuse.
de haut niveau. J'ai une formation générale de ressources humaines. Et je me suis reconvertie dans le foot parce que j'aime le football. Je suis entraîneur UFAA aussi. Mais je me suis spécialisée dans la préparation mentale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les datas qu'on a, tous les joueurs sont suivis. Le GPS, je passe sous le contrôle de tous les éducateurs, entraîneurs qui sont dans la salle et le sélectionneur, ils sont adjoints. Les joueurs sont suivis. La différence se fait au niveau mental. Pourquoi la préparation mentale? Au même titre que la préparation physique, au même titre que l'aspect technique et tactique, c'est un aspect qui commence à être un peu développé aujourd'hui, mais c'est ce qui fait la différence. Tout le monde est préparé, on a la vidéo, on a les journalistes, on a le grand public qui scrute. C'est l'un des seuls métiers où tout le monde a quasiment son mot à dire. Donc l'aspect mental va faire la différence, que ce soit sur un match de jeunes garçons, jeunes filles, ou alors en Coupe du Monde. Parce qu'on a ce qu'on appelle la pression, on a le stress, on entend souvent dire « concentre-toi ». Enfin, concentre-toi, et puis bon, ça veut dire beaucoup. Pour l'avoir vu à l'entraînement et en match, concentre-toi, c'est pas de cette voix si douce qu'elle le dit. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, je m'oriente pour développer cet aspect qui fait partie des 4 grands axes à développer pour faire grandir un joueur, l'aspect tactique, technique, physique et surtout mental. Depuis que je travaille sur ce sujet, pour moi, il est incontournable. Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas. Et certains l'associent parfois à la préparation physique. Mais voilà. Les techniciens comprendront, mais ça se voit sur le terrain. Alors, pour répondre à la question d'Hervé, au quotidien, aujourd'hui, je m'occupe des sélections jeunes, justement, dans ma région à l'Île-de-France, U12 à U16, sur la formation des jeunes filles, justement, pour les préparer aux sélections françaises. Et c'est incroyable, tout est prévu du début, il n'y a jamais de surprise. Elles sont accompagnées dès l'âge de 11 ans jusqu'en sélection senior. S'il y en a une qui arrive en sélection, on sait forcément d'où elle vient et quelles sont ses performances au fil des années. Donc, à côté de cela, je travaille individuellement sur l'optimisation de la performance via la préparation mentale. J'accompagne quelques joueurs de niveau régional à national. Voilà, merci. Et justement, on fait du beau parallèle. Justement, dans cette préparation vers le haut niveau, et comme vous l'avez dit, vous voyez passer des jeunes, à quel moment peut-on faire un déclic éventuellement pour dire finalement il y a une autre fenêtre possible et imaginable? Est-ce que c'est dans le rapport avec la famille? À quel moment et de quelle manière? Merci pour cette question qui est très, très, très pertinente et difficile, parce que j'ai la possibilité de croiser des parents au quotidien, et dès le moment où on leur parle de sélection africaine, c'est un refus catégorique. Et même les jeunes, je ne vais pas cacher, mon fils il est assis, il n'arrive pas de jouer pour le Cameroun. Donc, les enfants aujourd'hui, ils rêvent d'abord de jouer dans les sélections ici, de leur pays de formation. Alors, on ne va pas récupérer tout ce que les autres ont fait, mais je pense que nos fédérations, la CAF, il y a un travail de fond à faire. Le coach parlait tout à l'heure de la formation. Si les seniors arrivent sur les compétitions internationales et voient qu'il y a du sérieux, les coachs sont formés, de toute façon, les résultats vont suivre. Mais aujourd'hui, c'est une synergie à avoir. Nous qui sommes ici, la diaspora, dans tous les secteurs d'activité, là on parle du foot, du sport, nous devons accompagner. Et c'est très très difficile parce que même les parents, non, dans votre pays là,
ne va pas. Parfois, on les convoque à 2 jours et ne savent même pas si elles vont voyager. Comment gérer l'organisation de son club, c'est très très compliqué. Donc il y a un travail de fond à faire au niveau des fédérations. Certaines fédérations travaillent déjà et on le voit au quotidien chez les garçons, chez les féminines aussi. On a vu le Maroc qui commence à avoir des résultats. On a vu ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde chez les hommes. Aujourd'hui, pour les femmes, ils sont également qualifiés. C'est très très difficile avec ces défaites qu'elles ont eues, elles sont éliminées aujourd'hui. Mais on voit qu'un travail de fond est fait. Les jeunes filles aujourd'hui, quand on leur pose la question, certaines ne rêvent plus de jouer. Je vais parler de la France, elles ne rêvent plus de jouer pour la France. Parce qu'il y a un attrait, il y a une politique qui a été mise en place. C'est un exemple que je donne, je pourrais parler de l'Algérie aussi. Nous, en Afrique centrale ou subsaharienne, il y a des choses qui sont faites, bien faites au Nigeria. Ils ont d'autres politiques. En Afrique australe aussi. Mais je pense que de manière globale, les enjeux sont bien plus profonds que cela. Ça doit commencer à la maison. C'est à nous de transmettre ce qu'on veut pour nos futurs enfants, comme j'ai entendu tout à l'heure. Et là, ça va se répercuter sur chaque domaine d'activité. Voilà. Donc c'est très dur. Je ne dis pas que rien n'est fait. Je suis très optimiste. On va dire que la pyramide est encore très haute. La dernière question, justement, l'autre côté du miroir, parce que je sais que vous êtes très impliqué sur la formation de jeunes filles de l'autre côté là-bas. Donc, comment ça se passe entre la formation des filles et la formation des formatrices? J'ai oublié de dire qu'à côté de la formation des enfants, quand on arrive à un certain niveau de formation en Europe, on vous oriente forcément pour l'accompagnement des formateurs. Les gens, le football, c'est un secteur qui attire, qui fait rêver par rapport aux annonceurs, par rapport à tout ce qu'on voit à la télé. Et beaucoup de personnes sont intéressées pour ça. Au niveau de l'Afrique, notamment nous les anciennes, je vais rester sur le Cameroun, il y a très peu, le pourcentage est très faible d'anciennes joueuses qui souhaitent s'impliquer. Alors, on a creusé un peu via des associations, on a creusé pour comprendre les problèmes économiques sont plus profonds que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, si on se forme, est-ce qu'on va pouvoir vivre de son sport? C'est pas sûr. Donc, que ce soit chez les garçons ou les filles, même les hommes qui sont formés au niveau local ici aujourd'hui, si je deviens éducateur d'une équipe U9, U10 ici dans la ville, je vais avoir une indemnité, mais je suis obligé de travailler à côté. Tant qu'on n'est pas au niveau, je vais dire, mondial, en ce moment on dit que le football féminin avance, c'est vrai, mais c'est un peu biaisé, parce qu'il y a très peu de joueuses qui sont vraiment professionnelles. En tout cas en France, il y a quelques pays qui font des efforts, mais c'est encore très très compliqué. Donc, la formation des formateurs, c'est vraiment, comme a dit le sélectionneur, c'est par là qu'on doit commencer. Mais il y a plusieurs volets. La formation, c'est une chose. Et puis que les anciens, certains sont dans la salle, il n'y a pas que l'entraînement. Le football, on parle des acteurs du football. Si vous avez passé une formation de conduite, vous conduisez bien, vous pouvez conduire le bus. Vous avez vu, quand le bus arrive, vous êtes au contact des joueurs, vous ne quittez pas ce secteur. Si vous êtes cuisinier, vous serez en compétition. Si vous avez choisi l'entraînement, et certains, j'ai oublié de dire un aspect, c'est très très difficile aussi, l'entraînement. Tout le monde parle de l'entraînement, tout le monde fait comme on dit, une compétition d'équipe. C'est elle qui doit jouer, non, c'est elle qui... Non. Pourquoi il joue comme ça? Ah, il faut changer le coach. Mais la formation est très très compliquée et c'est ce qui pose un frein aussi à l'implication des anciens. Donc c'est à nous qui sommes déjà formés sur le terrain, je parle à mes frères qui sont autour, d'aller expliquer. Beaucoup s'impliquent, mais le quotidien nous rattrape aussi. Donc c'est aussi une vocation
et qui peut être accompagné par nous au quotidien. Merci Laurette. Merci pour cet exposé très clair. Donc, last but not least, Elvis, on a parlé essentiellement de pays plutôt francophones. On va dire que vous avez un parcours qui vous a amené en Hollande et en Angleterre. J'allais dire, si on pouvait avoir un retour d'expérience de ces pays, et comme je le disais tout à l'heure, si c'est plus facile en anglais, no problème. D'abord, si je vais essayer en français. Ok. Pas de souci. Moi, je m'appelle Elvis, Bagné Wabion, je suis volontaire. Je travaille avec Patrick, je suis préparateur physique de l'équipe nationale de et puis aussi, je suis psychologue, psychologie de football. J'ai joué dans l'équipe nationale aussi, je suis ancien footballeur de l'équipe nationale. Yeah. C'est ça. Donc j'ai commencé à jouer au Burundi, dans les quartiers comme ça. Même Patrick il était mon coach dans le quartier. Et puis, donc, j'étudiais aussi. Donc, pour moi, dans notre famille, donc on m'avait dit que si tu veux jouer au football, tu vas être, il faut faire des choses bien à l'école. Donc j'ai fait tout. Donc c'est ça que j'ai commencé à jouer dans l'équipe nationale. Okay. Et puis j'ai commencé ici. Donc d'abord j'ai commencé au Rwanda. J'ai joué au Rwanda. Et puis j'ai parti ici. D'abord j'ai ma première professionnelle alors que j'étais ici. J'ai fait 1 an comme ça. Et puis après j'ai parti en Hollande. En Hollande, j'ai joué là-bas 8 ans, comme ça. 4 ans, 8 ans, 5 ans que j'ai parti en Chypre. J'ai retourné en Hollande encore. J'ai parti à l'Arabie Saoudite, comme ça, et puis j'ai parti aussi en Angleterre, donc c'est comme ça. Mais c'est moi je jouais le football